Bienvenue à tous dans cette vidéo de correction du bac SVT 2018. Pendant que vous étiez en train de plancher avec ma collègue Mona, on a planché sur les sujets aussi. On vous propose là une correction du sujet de tronc commun et aussi de l'exercice de spécialité. Alors attention, même si on est correcteur depuis plusieurs années, nous n'avons pas à l'heure actuelle la correction officielle de l'éducation nationale. Donc c'est une vision qui est personnelle. Et si le jour J ou même un petit peu plus tard vous voyez d'autres types de corrections, il faudra tout simplement prendre tout ça avec des pincettes. Donc on démarre, effectivement grosse surprise, tout le monde s'attendait à voir un sujet d'immunologie en synthèse. Ben, manque de peau, c'est tombé sur de la géologie. Alors je sais que vous n'aimez pas ça, mais a priori c'est un sujet qui est quand même pas difficile, qui fait appel à des notions classiques, vues et revues en classe. Donc normalement ça n'a pas dû poser trop de soucis. Le sujet, je vous l'ai remis nulle part. Le sujet, je l'ai là. Donc, on vous demandait d'expliquer la formation des reliefs associés aux chaînes de montagnes de collision ainsi que les mécanismes contribuant à leur disparition. Vous aviez une petite note en italique en dessous. La réponse prendra la forme d'un texte illustré et structuré. Donc, pas de grande surprise, en tout cas au niveau de la forme. Alors, première difficulté de ce sujet, ben, en fait, c'est de cadrer le sujet. On vous demande de commencer systématiquement par une introduction. Alors, proposition d'introduction, on peut proposer d'aller se rendre dans une chaîne de relief, une chaîne de montagne de collision, par exemple les Alpes, on va prendre celle qui est la plus proche de nous, on va être un petit peu chauvin sur ce coup-là. Quand on est dans les Alpes, on voit bien qu'il y a un relief qui est très important, avec certaines structures géologiques un petit peu particulières qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais quand on compare cette chaîne de montagne qui est les Alpes récentes par rapport à une chaîne de montagne de collision plus ancienne, donc par exemple le massif central ou même le massif armoricain, on voit que ces massifs anciens, ils ont un relief, mais un relief qui est beaucoup moins important. Donc il y a deux idées qui viennent à la suite de cette petite introduction, la formation de ces reliefs et puis leur disparition au cours du temps. Comme problématique, aucun souci, vous pouviez très bien reprendre telle quelle celle qui était donnée par le sujet d'aujourd'hui. Donc pas de souci. Alors, finalement, l'idée c'est qu'il faut, au cours de votre synthèse, retracer le scénario de la formation d'une chaîne de montagne de collision. Attention. Donc, première partie, on va s'intéresser aux traces d'un ancien océan. Puisque lorsque l'on va notamment dans les Alpes ou dans une chaîne de collision, on va retrouver deux indices de cette étape de l'histoire océanique. Donc tout d'abord, la présence de marges passives. D'accord ? Donc dans les Alpes, on peut citer la région de Bourdoisan, où on repère bien les blocs basculés, les failles normales, les sédiments, très particuliers, et surtout les sédiments marins. Donc, qui sont les témoins de cette marge passive, c'est-à-dire de la transition entre le domaine continental et le domaine océanique. Deuxième exemple que vous avez sûrement cité, ce sont les ophiolites. Les ophiolites, je vous rappelle, la superbe ophiolite que l'on retrouve dans les Alpes, c'est bien sûr le Chenaillet. On en a parlé assez souvent ensemble lors des différents lives de révision. C'est donc un lambeau de lithosphère océanique qui s'est retrouvé au cours de la collision, charrié sur de la lithosphère continentale. Et donc le fait de retrouver actuellement dans les Alpes cette chaîne de montagnes de collision, ces deux indices, eh bien, ça montre qu'à l'origine, au tout début de notre scénario, eh bien, à la place du relief montagneux, il y avait un océan. Mais alors là, on peut aussi se demander, ok, on avait un océan, mais comment on passe d'un océan à une collision entre deux continents? Eh bien, vous savez que le domaine continental, au contact de l'eau froide, de l'eau de l'océan, qui est généralement au fond de l'océan aux alentours de 4 degrés, va se refroidir, se fragiliser et finalement va augmenter en densité. Au bout d'un moment, la densité de la lithosphère océanique va devenir plus importante que celle de la sténosphère. Il va y avoir entrée en subduction et finalement les masses continentales vont se rapprocher. On va passer d'un contexte de divergence, l'océanisation, avec dès le début de la subduction, un contexte de convergence. Donc finalement, cette convergence
va aboutir à la fermeture de notre océan et ensuite à la rencontre entre ces deux masses continentales. Et à ce moment-là, c'est vraiment là que la collision commence. Et le début de la collision, et même une fois que la collision est bien avancée, la subduction océanique fait suite à une partie de la subduction continentale. Donc on pourrait retrouver, et on retrouve d'ailleurs dans les massifs issus de ce type de collision, des roches qui provenaient de la subduction continentale, qui se sont retrouvées enfouies très en profondeur. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Quels sont actuellement dans ces reliefs montagneux les témoins de l'épaississement et du raccourcissement? Donc, on va s'intéresser maintenant à la deuxième partie où on va étudier ensemble les témoins de l'épaississement et du raccourcissement de notre domaine continental lors de la formation du relief. Donc, sur le terrain, il y a des incontournables, les plis, les failles inverses. Attention, en domaine de compression, ce sont les failles inverses. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé, que vous n'avez pas mis normal. Les différents cas de chevauchement. Et je vous rappelle que lorsque le chevauchement se fait sur une grande échelle spatiale, c'est vraiment une nappe très importante qui va être chevauchante. On va parler justement de nappe de charriage. Donc ça, ce sont des différents indices qui se mettent en place lors d'un contexte de compression, de convergence, et qui s'accompagnent systématiquement d'un épaississement et d'un raccourcissement. D'accord? Donc si on reprend le sujet, expliquer la formation des reliefs. Le relief au cours de la collision se forme par ces intermédiaires-là. D'accord? Et ensuite, on passe à la troisième partie. Dès qu'il y a un début de relief qui va se mettre en place, et bien tout de suite, il va y avoir les phénomènes d'altération et d'érosion qui vont être mis en jeu, qui vont intervenir. Donc, troisième partie, les mécanismes de disparition des reliefs dont on vient d'expliquer la formation précédemment. Alors, vous avez tout d'abord l'altération, qui consiste finalement en les différents processus qui vont conduire à la modification des caractéristiques physico-chimiques des minéraux et des roches. On va vulgariser et grossir un peu le trait, c'est comme si la roche se trouvait abîmée par certaines conditions, donc notamment par l'eau, qui est un grand facteur d'altération. Et enfin, l'érosion. Donc l'érosion, c'est plutôt une fois que les morceaux de roche, les sédiments, sont détachés et qu'il y a une première mise en mouvement. D'accord? Et pareil, les facteurs d'érosion, on en a reparlé ensemble, les variations de température, le gel, les végétaux, le vent, etc. Donc tout ça participe à la disparition des reliefs. On s'arrête là. Pour tout ce qui est de l'érosion, on ne va pas parler de tout ce qui est transport et ensuite sédimentation, recyclage de la lithosphère continentale. Ce n'est pas au sujet ici. Par contre, il nous reste une dernière partie à aborder. Il y a un autre facteur, autre que l'altération et l'érosion, qui participe à la disparition de ces reliefs. C'est tout ce qui concerne les forces gravitaires. Vous vous souvenez, on l'a encore une fois vu ensemble, les forces de compression. Non, ça tourne. Non mais, t'étais flou à un moment donné. Bon, continue. Continue. Excuse-moi, les forces gravitaires. Donc, ce sont bien les forces gravitaires qui vont nous intéresser dans cette dernière partie. Donc, les forces gravitaires, on en a déjà parlé ensemble. Vous vous souvenez, une fois que le relief se met en place, on a des forces verticales qui vont être très importantes. Les forces horizontales le sont aussi, mais au fur et à mesure du temps, les forces de compression vont devenir de moins en moins importantes et le relief grandissant, la racine crustale grandissante, les forces verticales vont prendre le dessus. Et finalement, on va aboutir à un relief qui va s'étaler, s'étirer sur lui-même avec notamment l'apparition de failles normales, cette fois-ci au cœur des reliefs. Donc là, au travers de ces trois parties, donc les traces d'un ancien océan, les témoins de l'épaississement du raccourcissement et les mécanismes de disparition, on a bien traité de notre sujet. Donc en schéma, n'oubliez pas, vous auriez pu faire un schéma rapide des marches passives, un schéma rapide de l'ophiolite du Chenalier, finalement pli, faille inverse, chevauchement, nappe
Tout ça, vous pouviez très bien faire des schémas. Vous n'étiez pas obligé de faire des schémas des 4, mais au moins d'en faire, disons, au moins 2 sur les 4. Et enfin, les différents mécanismes, altération et érosion. Pourquoi pas certains schémas, même si je suis d'accord avec vous, ils ne sont pas forcément évidents à faire quand on est dans une situation stressante comme ça. Et par contre, un schéma sur l'inversion des forces gravitaires, ça, c'était possible. Et finalement, conclusion, il suffisait de reprendre ces différentes idées et comme ouverture, on aurait pu très bien imaginer de glisser vers les choses qui nous manquaient, c'est-à-dire par exemple les témoins de l'épaississement, on n'a pas parlé des indices pétrographiques. Au niveau de la disparition des reliefs, l'érosion, pareil, j'en ai parlé tout à l'heure. Le transport, la sédimentation, le recyclage, pareil, pouvaient être des bonnes pistes pour des ouvertures sur ce sujet. Donc j'espère que vous avez bien réussi ce sujet. Je vais maintenant passer le relais à Mona qui va vous faire la correction du 2-1. Et moi, on se retrouve juste après pour le 2-2. Bonjour à tous, alors là je vais vous présenter l'exercice 2-1. C'était au niveau de la vie fixée chez les plantes et ça vaut 3 points. Alors c'est vrai que dans pas mal d'annales on a des QCM par rapport à des documents et puis là pour une fois, c'est un petit peu plus rare, on a 3 documents et une problématique. Ces documents ils peuvent être pris dans l'ordre et d'ailleurs ici je les ai pris dans l'ordre dans lesquels ils sont donnés. Et l'idée, c'est d'en extraire des informations judicieuses. Il n'est pas demandé de proposer ses connaissances. Et avec l'utilisation de ces informations, il faut arriver à répondre à la problématique. La problématique, on pouvait la noter dans une brève introduction telle qu'elle. Elle était relativement bien posée, il n'y a aucun souci. Donc je vais vous la lire. À partir de l'étude des documents, proposer une explication possible à l'impact de l'éclairage nocturne sur la reproduction des plantes à fleurs. Alors, je vous propose donc dans un premier temps, comme vous auriez fait au brouillon, de se focaliser sur chaque document. Le document 1, il faut bien évidemment donner des chiffres. Le 74%, ça concerne donc les papillons qui vont pouvoir être au niveau de la végétation. Et donc ça, c'est dans un contexte où il n'y a pas d'éclairage. Et l'autre chiffre à donner qui est extrêmement important, c'est le 53,6% qu'on va retrouver dans le document 1 sur la partie droite. Cette fois-ci, c'est les papillons qui vont être au niveau de la végétation, à hauteur de la végétation. Et on voit qu'effectivement, il y a une baisse significative. Donc, en interprétation de ces deux chiffres, on peut dire qu'il y a moins finalement de pollinisateurs, en l'occurrence ici des papillons nocturnes, disponibles pour les fleurs. Ensuite, le document 2, également, toujours donner des chiffres, c'est extrêmement important. Il s'agit du nombre de visites par nuit d'un pollinisateur au niveau de fleurs qui vont être situées dans une prairie éclairée ou une prairie au contraire qui va être non éclairée, à l'obscurité. On a 80 visites par nuit de ce qu'on peut appeler le témoin, c'est-à-dire la prairie qui n'est pas éclairée, donc des conditions normales et classiques, on va dire. En revanche, dans une prairie qu'on va éclairer, on n'a plus que 30 visites. Donc l'interprétation, c'est qu'on a une chute des visites. On a moins 50 visites par nuit dans une prairie qui va être éclairée. Donc de ces deux documents, effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même une influence, un impact de l'éclairage. Il y a l'air d'avoir moins de pollinisateurs disponibles par fleur et ils ont l'air de moins visiter les fleurs quand il y a un éclairage. Alors, ce document 3 va être quand même le document phare et le document capital des 3 documents. Il s'agit finalement du fait que les fleurs vont donner des fruits suite à une pollinisation. Et toujours donner des chiffres, comme je l'ai dit précédemment, 85% des fleurs vont se transformer en fruits dans une zone non éclairée et 75% des fleurs vont se transformer en fruits dans une zone éclairée. Alors, ça semble un petit peu étonnant par rapport aux chiffres précédents. On pourrait s'attendre finalement à ce qu'il y ait moins de pollinisation dans les zones éclairées par rapport aux chiffres précédents de moins 50 visites et une baisse importante des pollinisateurs non disponibles. Du coup, on pourra un petit peu en reparler. Là, simplement déjà avec ces chiffres-là,
bien repérer qu'il y a moins de pollinisation dans une zone qui est éclairée, et du coup répondre à la problématique en disant que effectivement les insectes pollinisateurs finalement ils risquent d'être attirés par la lumière, en tout cas ils ont l'air de se concentrer dans les zones, les lampadaires, les zones où il y a de la lumière, et finalement de ne pas être au niveau des fleurs. Or leur présence au niveau des fleurs va favoriser le fait qu'ils vont pouvoir les polliniser, du coup la transformation du fruit en fleurs. À cela, on peut rajouter un bémol. Justement, on pourrait s'attendre, quand on voit ces chiffres-là, à ce qu'il y ait finalement très peu de fleurs qui se transforment en fruits dans les zones éclairées. Du coup, ce qu'on peut proposer comme hypothèse, c'est qu'il y a peut-être d'autres insectes pollinisateurs, et notamment des insectes qui ne sont pas nocturnes cette fois-ci, mais des insectes diurnes. Voilà. On se retrouve maintenant pour le dernier exercice du tronc commun, donc c'est l'exercice 2.2 qui compte pour 5 points sur la note finale, et on vous propose ici un sujet sur le thème génétique et évolution. Donc, ici, la consigne était assez claire à partir de l'étude des documents et de vos connaissances, expliquer l'origine de la réduction ou de la perte des membres chez les serpents. Donc, le sujet était accompagné tout d'abord d'un document de référence dans lequel on pouvait déjà récupérer certaines informations. Donc déjà, on va se placer dans le groupe des vertébrés, plus particulièrement dans le groupe des reptiles, pardon, et donc tous les groupes des serpents auxquels on va s'attacher ici est un groupe qui est proche du groupe des lézards. Et on voit que au sein du groupe des serpents, il y a une certaine diversité phénotypique, avec notamment les boas, les pitons qui présentent des membres postérieurs vestigiaux, c'est-à-dire très peu développés. Hein. Vous avez déjà entendu ce terme avec les drosophiles et leurs ailes vestigiales. Et enfin, plutôt le groupe des couleuvres et des cobras qui, eux, ne présentent pas du tout de membres. Donc, par l'étude de document qui va suivre, on va essayer d'expliquer comment s'est mise en place cette rupture. Alors, dans le document 1, on vous présentait tout d'abord un gène qui est le gène SHH pour Sonic Hedgehog, en référence à Sonic, hein, le personnage de jeu vidéo. Donc ce gène Sonic Hedgehog est un gène OX. C'est un gène homéotique, c'est un gène de développement. Donc normalement, à partir de ce moment-là, dans votre esprit, tout a percuté et vous aviez, allez, quasiment fait le sujet. D'accord? Parce que c'était vraiment les idées phares, les idées clés. On vous présentait une série d'observations sur des embryons de ces différents reptiles. Donc, quand on regardait chez le python, l'expression de ce gène Sonic Hedgehog au niveau du bourgeon du membre, eh bien, on voyait que l'expression elle était faible au début, et puis qu'au fur et à mesure du temps, elle allait s'arrêter définitivement. Alors qu'à l'inverse, dans le cas du lézard, on avait déjà initialement une expression génétique qui était forte, et qui était continue, c'est-à-dire qui perdurait dans le temps. Donc, on en venait à la conclusion qu'il y avait ici une différence de chronologie et d'intensité de l'expression de ce gène de développement. D'accord? Donc là, une déduction qui mêle interprétation des documents et puis connaissance que vous aviez. Ensuite, dans le document 2, on va laisser un petit peu de côté cette séquence Sonic Hedgehog et on va s'intéresser à une autre séquence génétique que l'on appelait la ZRS. Et on vous le dit, cette séquence est une séquence régulatrice puisque dans notre génome, toutes les parties de l'ADN ne permettent pas, en tout cas ne servent pas à produire des ARN messagers et ensuite des protéines. Il y a aussi des séquences non codantes qu'on appelle des séquences régulatrices et la séquence ZRS en est une. Donc pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, on réalise ici une série de 3 expériences avec tout d'abord un témoin où on observe l'expression de cette ZRS non modifiée, mais cette fois-ci chez une souris. Attention, mais vous le savez, il y a une forte convergence évolutive au sein des différents gènes OX, donc normalement ça n'a pas dû trop vous surprendre. Maintenant, on passe à la phase expérimentale. On va procéder à une suppression de la séquence ZRS. Et on observe qu'il n'y a pas d'expression du gène Sonic Hedgehog au niveau du bourgeon du membre.
Et ensuite, si l'on prend la séquence ZRS du python et que l'on l'intègre au génome de la souris, à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de nouveau expression du gène Sonic Hedgehog. Donc, on en conclut que cette séquence ZRS chez le python ne permet pas l'expression de Sonic Hedgehog. Donc, ce n'est pas que le gène homéotique, lui, est différent entre les différents animaux, mais c'est que la séquence régulatrice, elle, ne fonctionne pas de la même façon. Transition vers le document 3, où on va aller cette fois-ci étudier cette séquence ZRS. Et quand on compare cette séquence chez plusieurs êtres vivants, donc on vous proposait la souris, le lézard, le boa et le cobra, eh bien on remarque que dans le cas d'une délétion, une délétion assez restreinte, hein, seulement quelques dizaines à... Non, ça va, je sais ce que c'est, il est gentil. Et donc, c'est donc une délétion de seulement quelques nucléotides. Dans les portions E0 et E1, on a la mise en place de membres vestigiaux. Et donc ça doit vous faire référence au cas du python et du boa que vous avez observé dans le document de référence. Donc là, il y avait clairement un lien à faire avec le doc de référence. Et cette fois-ci, s'il y a une réelle perte de matériel génétique, c'est-à-dire que dans le cas du cobra où il n'y a pas la séquence E0, ni E1, ni E2, et bien cette fois-ci, au-delà d'un membre vestigial présent, c'est surtout l'absence de membres que l'on va observer. Donc finalement, comme conclusion, on en vient à comprendre que les différentes modifications des séquences de ZRS jouent sur l'intensité de l'expression de ce gène Sonic Hedgehog. Et il nous reste un dernier document à étudier, le document 4. Cette fois-ci, on va intégrer la séquence ZRS du python dans le génome de la souris. À la fin du développement embryonnaire, on observe que les membres sont atrophiés, vestigiaux, mais que si l'on insère la séquence ZRS de python, auquel on va ajouter la séquence E1 non modifiée de la souris, à ce moment-là, les souriceaux naîtront avec des membres normaux. Donc ce dernier document vous permet de comprendre qu'au-delà des séquences E0, 1 et 2, c'est ici surtout la séquence E1 qui va avoir toute son importance dans l'expression du gène Sonic Hedgehog et donc dans la mise en place des membres. Enfin, dans ce cas-là, plutôt dans la disparition des différents membres. Donc, en conclusion, c'était simple, il suffisait de reprendre les différents grands arguments qui étaient présentés ici, toujours bien parler de la différence de chronologie et d'intensité, et finalement d'expliquer que la perte de cette séquence E1 pouvait expliquer la mise en place de membres vestigiaux ou alors l'absence de membres. Bien sûr, tous ces processus-là ne peuvent avoir lieu s'il y a ensuite la sélection naturelle qui passe par là et qui a sélectionné ces différentes délétions et pertes de matériel génétique parce que ça apportait aux individus qui comportaient ces modifications un avantage. D'accord ? Donc j'espère que vous avez parlé de la sélection naturelle dans cette partie. Voilà, je laisse la place cette fois-ci à Mona qui va vous parler de l'exercice de SP. Bonjour, je reviens vers vous cette fois-ci pour vous proposer ce que j'imagine avec mon collègue Alex être une réponse à la partie 2.2 qui vaut 5 points dans le thème glycémie et diabète pour les élèves qui ont choisi la SPSVT. Alors, cet exercice, il faut bien sûr utiliser les documents qu'on vous a proposés. Ici, il y a 3 documents, mais également utiliser les connaissances acquises en classe. Alors, je vous propose dans un premier temps de regarder au niveau des connaissances, de faire un petit listing de ce qu'il faut absolument proposer dans votre copie. La première connaissance, c'est que le diabète de type 1, c'est un diabète qui va avoir pour origine finalement le système immunitaire. C'est une maladie auto-immune à la base
les lymphocytes vont détruire les cellules bêta des îlots de l'endurance, cellules bêta qui sont des cellules endocrines qui vont sécréter de l'insuline. Le deuxième pôle de connaissance à bien maîtriser, c'est la régulation de la glycémie d'une manière générale. En l'occurrence, connaître le rôle des hormones insuline, glucagon, connaître justement les cellules qui vont pouvoir faire rentrer du glucose, le stocker suite à un repas ou au contraire déstocker le glucose entre les repas quand il y en a besoin. Donc le rôle de l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante et le rôle du glucagon qui est une hormone hyperglycémiante. Voilà. Alors maintenant, au niveau des documents. Alors, le premier document va nous faire part finalement de la glycémie de deux souris, enfin de deux lots de souris, et cette glycémie, elle va être mesurée sur à peu près 100 jours. Elle va être mesurée en nanomoles par litre. Alors c'est vrai qu'en général, vous connaissez la valeur de 1 g par litre comme étant la valeur de consigne de la glycémie. Et là, elle est exprimée en millimoles par litre. Du coup, cette fois-ci, on va être aux alentours de 10 millimoles par litre pour une valeur normale. Alors, ces souris, en fait, le premier lot, on va proposer des injections de GABA, donc des molécules. Et il va y avoir un autre lot de souris témoins. Toutes les deux souris, enfin les deux lots de souris sont des souris diabétiques équivalents au DT1 chez l'humain. Et on injecte des solutions salines. Alors, on se rend compte assez rapidement, au vu des chiffres, qu'en 78 jours, le lot de souris diabétiques auquel on a proposé des injections de GABA, il va y avoir une diminution de la glycémie. Et on va avoir une glycémie qui revient à peu près à une valeur normale. Ce qui n'est pas le cas pour les souris qui ont eu des injections de solutions salines. Leur glycémie, elle reste vraiment élevée. On peut parler d'hyperglycémie. On est aux alentours de 35, 40 nanomoles par litre. Alors, le document 2, le document 1B, puisque ce document 1, il va en fait posséder 3 documents. Donc le document 1B, on travaille encore sur des souris qui sont finalement le modèle de ce qu'on pourrait avoir chez l'être humain. Il y a une observation au microscope d'un îlot de Langerhans. On se rend compte que l'îlot de Langerhans d'une souris non diabétique, finalement, c'est un îlot qui est rempli de cellules bêta qui sont colorées en noir. Et pour la souris diabétique, on se rend compte de deux choses au niveau de la photo grand B. C'est qu'il y a plus beaucoup de cellules bêta dans l'îlot, il y a quelques cellules colorées en noir, et il y a des flèches qui pointent en fait l'existence de lymphocytes. Et au niveau de la photo C, donc c'est les souris diabétiques qui ont été traitées au GABA, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de cellules bêta, un petit peu moins que le témoin, mais beaucoup plus que la souris diabétique non traitée, et il y a un petit peu moins, il n'y a que 2 flèches au lieu de 3 au niveau des lymphocytes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le GABA, il va permettre d'augmenter la proportion de cellules bêta dans un îlot de Langerhans. Donc précédemment, on avait vu que le GABA, il permettait de faire chuter la glycémie. On peut émettre une corrélation déjà à ce stade-là en se disant que comme il y a plus de cellules bêta, ça serait peut-être ça qui serait à l'origine de cette baisse de glycémie, de ce retour à la normale. Le document 1C, ici, il va nous permettre d'envisager finalement ce qui se passe au niveau des deux hormones, l'insuline et le glucagon. On se rend compte dans la partie gauche que les souris qui ont reçu une solution saline, elles ont une quantité d'insuline qui est de 0,8 nanogrammes par décilitre. En revanche, celles qui ont eu le GABA, elles ont une production d'insuline qui est bien plus importante. On est à 300 microgrammes par millilitre. Pour conclure par rapport à ce document C, finalement, le GABA, il va permettre l'augmentation de la sécrétion d'insuline. Et j'en ai pas parlé, mais quand on regarde au niveau du glucagon, finalement, on a le phénomène inverse. Toujours donner des chiffres, je l'ai dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, quand on s'intéresse au glucagon et à l'insuline, bien préciser les valeurs. Et là, la glycémie, elle chute parce que finalement, l'insulinémie va augmenter. Donc si on continue notre corrélation, le GABA il permet de faire chuter la glycémie, probablement parce que les cellules bêta, finalement, elles vont être en quantité plus importante et du coup, elles vont libérer plus d'insuline. Alors,
Le document suivant, c'est le document 2. Ça nous permet de repérer que finalement, le GABA, il va permettre d'une part l'augmentation des cellules bêta, on l'a vu précédemment, mais également la diminution des cellules alpha. Alors là, c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant, mais c'est le document suivant finalement qui va nous permettre de faire le lien et de comprendre en fait le mécanisme du GABA. Alors, le document 3, on nous présente des schémas des îlots de Langerhans. Et on observe toujours le diabétique, donc celui témoin qui est traité avec la solution saline, et le diabétique, les souris diabétiques qui sont traitées avec le GABA. On se rend compte que les îlots de Langerhans du diabétique traité au GABA sont plus gros. Du coup, on voit qu'il y a plus de cellules à l'intérieur. Et en plus de ça, on se rend compte que le GABA, non seulement il favorise la multiplication des cellules bêta, puisqu'on en voit plus quand on compare avec les diabétiques qui sont traités à la solution saline, mais en plus, on se rend compte que certaines cellules alpha du témoin, finalement, vont être, entre guillemets, transformées en cellules bêta. Du coup, on a un changement de certaines cellules alpha en cellules bêta. Du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ce document, c'est que l'insulinémie, elle augmente, oui, quand une souris diabétique type DT1 est traitée au GABA. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de cellules bêta qui va augmenter. Mais pourquoi? Parce que certaines cellules bêta vont probablement se multiplier, ça favorise la multiplication d'une part, mais aussi d'autre part, il va y avoir finalement des cellules alpha qui vont se transformer en cellules bêta. Donc, pour conclure, finalement, si on veut se positionner dans l'idée d'aider les humains, pour l'instant c'est au niveau des animaux, mais aider les humains souffrant d'un DT1, en utilisant la molécule GABA, l'idée c'est qu'on injecte du GABA, ça va permettre d'augmenter la quantité de cellules bêta, donc l'insulinémie, et du coup ça va permettre une chute de la glycémie et pourquoi pas un retour à la normale. Donc voilà en gros un petit peu pour cerner ce sujet-là. La seule chose qui peut poser problème, c'est pas tellement ce sujet-là, c'est, je pense, la molécule GABA en elle-même. C'est vrai que normalement, en spécificité, vous l'avez peut-être déjà envisagé en tant que neurotransmetteur. Et là, le souci, ça peut être certains élèves qui vont se dire « Oh là là, le GABA, le système nerveux, essayer de faire un lien avec ». Là, on ne s'intéresse pas du tout au GABA en tant que neurotransmetteur, mais bien en tant que molécule qui va favoriser l'augmentation des cellules bêta. Voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop stressé par ce sujet par rapport à cette molécule-là. Voilà.